Il existe un type de crime qui ne se déroule pas dans l'obscurité. Il ne se cache pas dans des ruelles désertes. Il ne commence pas par un cri, ni par une fuite précipitée. Il se produit en plein jour, à l'intérieur de maisons ordinaires, dans des lieux où rien ne semble anormal, au sein de familles en apparence normales. C'est l'un de ces crimes. Elle n'a pas porté de gants. Elle n'a pas effacé ses empreintes à la hâte. Elle n'a jamais eu besoin de disparaître, parce qu'elle possédait quelque chose de bien plus dangereux que la violence immédiate. Elle avait le temps de regarder les autres sans être observée, le temps d'attendre que la confiance s'installe, le temps de transformer la dépendance en obéissance, le temps de manipuler, lentement, méthodiquement, sans jamais éveiller le moindre soupçon, et surtout, le temps d'utiliser ceux qui lui faisaient le plus confiance, ses propres enfants. Pendant des années, elle a construit une image irréprochable, une femme discrète, une compagne attentive, une mère omniprésente. Rien, absolument rien, ne laissait penser qu'elle était en train de préparer un meurtre, pas un acte impulsif, pas une explosion de colère, un projet. Son nom était Geneviève Montillet. Bien plus tard, lorsque la vérité commencera à émerger, la presse française lui donnera un surnom lourd de sens, un surnom qui glace encore aujourd'hui ceux qui découvrent cette affaire, la diabolique d'Antibes, car pendant plus de 15 ans, personne n'a compris ce qu'elle faisait réellement. Elle a tenté de tuer son compagnon, pas une fois, plusieurs fois, et chaque échec n'a jamais été un frein, seulement une information supplémentaire. Elle analysait ce qui n'avait pas fonctionné, elle corrigeait les erreurs, elle perfectionnait le plan, jusqu'à ce qu'il devienne presque indétectable. Mais le détail le plus troublant de toute cette histoire, celui qui dérange encore les enquêteurs des années plus tard, c'est que tout a commencé dans un lieu censé protéger les plus vulnérables. Un lieu de soins, un lieu de confiance, un hôpital psychiatrique. Avant tout crime, il y a une rencontre. Et avant tout meurtre prémédité, il y a un choix. Dans l'affaire Geneviève Montillet, ce choix a été fait en 1987, à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique à Paris. À cette époque, Geneviève n'était pas connue. Elle n'éveillait aucun soupçon. Elle travaillait comme loueuse de téléviseurs pour les patients hospitalisés. Un travail simple, légal et surtout stratégique, car il lui offrait un accès quotidien à des personnes fragilisées, isolées, dépendantes, des personnes présentes là, non par choix, mais parce qu'elles avaient besoin d'aide. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Eric de Vrient. Eric a 28 ans. Il est diagnostiqué maniaco-dépressif, ce que l'on appelle aujourd'hui un trouble bipolaire. Il a un lourd passé d'hospitalisation, de crises de violence et de comportements impulsifs. Mais il y a un élément encore plus déterminant. Eric est seul. Sa propre mère a coupé les ponts, sans soutien familial, sans revenu stable, sans personne pour le protéger. Geneviève le comprend immédiatement. La relation commence de manière subtile. Elle ne se présente jamais comme une prédatrice. Elle adopte un rôle presque maternel. Elle aide, elle écoute, elle rassure. Peu à peu, Eric devient dépendant d'elle, financièrement, émotionnellement, psychologiquement. Elle devient son unique point de repère. Lorsque Eric quitte l'hôpital, il ne retourne pas chez lui. Il s'installe avec Geneviève à Jouan-les-Pins, dans le sud de la France. C'est là que la dynamique s'installe définitivement. Geneviève contrôle l'argent, elle contrôle les contacts, elle contrôle les médicaments et surtout, elle contrôle le récit. Aux yeux du monde extérieur, ils forment un couple banal, une femme plus âgée qui s'occupe d'un homme instable. Mais à l'intérieur de cette maison, la relation n'est déjà plus équilibrée. Elle est fondée sur la domination. 5 ans avant la mort d'Eric, Geneviève a déjà franchi une ligne irréversible. En 1987, elle l'emmène pour une supposée partie de chasse dans une forêt près de Jouan-les-Pins. Rien ne semble anormal, jusqu'au moment où un coup de feu retentit. La balle atteint Eric à la tête. Il s'effondre, grièvement blessé, mais il survit. Le plus troublant n'est pas seulement la tentative de meurtre, c'est l'identité des tireurs.
les propres fils de Geneviève. À l'époque, Valérie et Fabrice ont environ 12 ans. Des années plus tard, l'enquête révélera que c'est leur mère qui leur a demandé de tirer. Elle a transformé une sortie banale en tentative d'exécution. Et pourtant, l'affaire n'est jamais signalée. Éric survit. Et il décide de se taire. Il ne dépose aucune plainte. Il n'alerte personne. Ce silence n'est pas anodin. Il est révélateur. Geneviève n'a pas seulement obtenu la confiance, elle a obtenu le contrôle absolu. Dans les années qui suivent, elle renforce encore cette emprise. Ses fils commencent à consommer de la drogue très jeune, de l'héroïne. Geneviève ne cherche pas à les arrêter. Elle fait l'inverse. D'abord, elle banalise, puis elle facilite. Enfin, elle transforme leur dépendance en outil de domination. Elle devient fournisseuse, gestionnaire et créancière. Les enfants ne lui doivent plus seulement de l'argent, ils lui doivent l'obéissance. Pendant ce temps, Éric s'enfonce dans l'isolement, sans emploi, sans autonomie, entièrement dépendant. C'est à cette période que Geneviève commence à préparer la suite. Discrètement, sans qu'Éric ne soit informé, elle souscrit des contrats d'assurance à son nom. Pas un, pas deux, 8 contrats différents. Des assurances vie, des contrats complémentaires. Des assurances incluant des clauses spécifiques en cas de mort accidentelle. Au total, plus de 10 millions de francs. Tout est fait progressivement, sur plusieurs années, afin de ne pas éveiller les soupçons. Tout est légalement enregistré, tout est calculé. Ce qui ressemble à une relation toxique est en réalité une construction méthodique, un projet de longue haleine. Geneviève a déjà tenté de tuer Éric une première fois. Elle a échoué. Mais au lieu de reculer, elle apprend. Elle comprend qu'il lui faut quelque chose qui ressemble à un accident, quelque chose qui ne puisse pas être relié directement à elle, quelque chose qui déclenche les clauses des assurances, et surtout, quelque chose qui empêche toute dénonciation future. Elle ne sait pas encore exactement comment elle va procéder. Mais une chose est certaine, Éric ne survivra pas à la prochaine tentative. En 1992, Geneviève Montillet n'improvisait plus. Tout ce qui allait suivre était le résultat de plusieurs années d'observation, de tentatives ratées et d'ajustements silencieux. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre une seconde erreur. La prochaine mort devait ressembler à un accident, quelque chose de rapide, de définitif, quelque chose qui déclencherait les assurances et fermerait toute possibilité de remise en question. C'est à ce moment-là qu'elle décida de ne plus agir seule. Par l'intermédiaire de son fils Fabrice, Geneviève entra en contact avec un adolescent de 17 ans nommé Yann Baudet, un jeune toxicomane, instable, facilement manipulable. L'approche fut soigneusement calculée. Geneviève raconta à Yann une histoire construite de toutes pièces. Elle affirmait vivre avec un homme violent, un homme qui la frappait, qui menaçait de tuer ses enfants et elle-même. Elle disait avoir peur, elle disait avoir besoin d'aide, et elle proposa de l'argent, 300 000 francs. Pour Yann, cela ressemblait moins à un crime qu'à un service rendu. Il croyait protéger une femme en danger. Il lui faisait confiance comme on fait confiance à une figure maternelle. Le plan était simple, provoquer un accident. Rien qui puisse être relié directement à elle, rien qui ressemble à une exécution. Le 1er novembre 1992, Geneviève mit le plan en mouvement. En fin d'après-midi, elle proposa à Éric une sortie à vélo. Rien d'inhabituel, une habitude déjà bien installée. Éric quitta le domicile vers 17h30, empruntant les routes sinueuses du Cap d'Antibes. Peu avant 19h, Yann le repéra. Il conduisait une voiture volée, fournie pour l'occasion. Geneviève lui avait décrit avec précision la bicyclette, les vêtements, l'itinéraire. Lorsqu'il vit Éric, Yann ne freina pas. Il n'hésita pas. Il accéléra. L'impact fut frontal. Éric fut projeté violemment au sol. La voiture ne s'arrêta pas. Le conducteur prit la fuite. Lorsque les secours arrivèrent, Éric était encore en vie, mais dans un état critique. Grave traumatisme crânien, fracture du crâne et du visage, hémorragie cérébrale.
Il fut transporté en urgence à l'hôpital de La Fontaine, à Antibes. Les chirurgies d'urgence permirent de le stabiliser. Les médecins drainèrent le cerveau, réduisirent les fractures, contrôlèrent l'hémorragie. Éric fut placé dans un coma médicalement induit. Les jours suivants, le pronostic restait réservé, mais pas désespéré. Le risque de séquelles était réel, mais une survie restait possible. Pour Geneviève, c'était un problème. Elle se rendit à l'hôpital chaque jour, toujours présente, toujours attentive. Elle questionnait les médecins avec insistance, s'informait sur la possibilité d'un décès, sur le temps de récupération, sur les chances qu'ils ne redeviennent jamais comme avant. Elle alla jusqu'à suggérer, à demi-mot, l'arrêt des soins. Les médecins résistèrent. Après plus de 2 mois, en janvier 1993, Éric commença à montrer des signes d'amélioration. Il réagissait aux stimuli. Sa récupération cognitive progressait. L'équipe médicale fut claire. Il devait rester hospitalisé ou, à défaut, bénéficier de soins intensifs à domicile avec infirmière, perfusion et suivi constant. Geneviève acquiesça, du moins en apparence. Dans la soirée du 11 janvier 1993, sans prévenir l'hôpital, elle fit appel à une ambulance privée. Elle fit sortir Éric précipitamment. Il n'y avait pas d'infirmière, pas de perfusion, pas de soutien médical adéquat. Jamais les médecins n'auraient autorisé une telle sortie. Mais Geneviève prit le contrôle total de la situation. Elle ramena Éric à la maison, l'isola complètement, éloigna la famille, réduisit les visites. Durant les premiers jours, une infirmière se rendit encore au domicile. Ses notes indiquaient qu'Éric allait bien. Peu après, l'infirmière fut renvoyée en urgence. Geneviève affirma qu'elle n'était plus nécessaire. La dégradation fut rapide. Le 15 janvier 1993, aux alentours de 17h30, Éric mourut. Geneviève fut l'unique témoin. Elle appela un médecin pour constater le décès. Le certificat de mort mentionnait une fausse route, une inhalation alimentaire, conséquence de l'accident de vélo, une cause pratique, difficile à contester, impossible à vérifier sans autopsie. 3 jours plus tard, le corps fut incinéré, sans que la famille d'Éric en soit informée. Avec la crémation, toute trace disparut définitivement. Plus aucune possibilité de prouver un empoisonnement, une asphyxie, une négligence volontaire. Aux yeux du système, l'affaire était close. Pour Geneviève, le plan avait fonctionné. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un accident, une mort naturelle, et aucun corps pour raconter une autre version. Pendant un temps, le dossier sembla réglé. Éric était mort. Le corps avait été incinéré. Un certificat médical établissait une cause de décès compatible avec l'accident. D'un point de vue administratif, il n'y avait plus rien à examiner. Mais très vite, une série d'anomalies apparut. La famille d'Éric apprit son décès avec retard. Aucune information préalable, aucune possibilité d'assister au dernier moment. Puis, presque immédiatement, la crémation. Chaque étape semblait avoir été franchie trop vite. En février 1993, une plainte fut déposée, non pas sur la base de preuves matérielles, mais à partir d'un doute persistant. L'enquête démarra sans urgence particulière. Les enquêteurs entendirent les médecins, les infirmières, le personnel hospitalier. Ils reconstituèrent la chronologie médicale. Ils examinèrent la décision de sortie anticipée. Ils relurent les comptes rendus opératoires. Les éléments s'additionnaient. Ils ne se confirmaient pas. Tout était inhabituel. Rien n'était illégal. Sans autopsie, aucune certitude ne pouvait être établie. La sortie de l'hôpital n'avait pas été autorisée, mais elle n'avait pas été empêchée. Le décès était rapide, mais médicalement explicable. La crémation était précoce, mais conforme aux procédures. Le dossier avançait par à-coups. Geneviève Montillet fut interrogée à plusieurs reprises. Elle adopta toujours la même ligne. Elle affirma avoir accompagné Éric jusqu'au bout. Elle parla d'un homme fragile, affaibli par l'accident. Elle évoqua une mort consécutive aux blessures initiales. Aucune variation, aucune contradiction manifeste. Pour les enquêteurs, la situation devenait inconfortable. Ils percevaient une cohérence troublante.
Mais cette cohérence ne suffisait pas à caractériser un crime. En 1995, une première décision fut prise, placer Geneviève sous écoute téléphonique. Pendant des mois, rien n'apparut. Des conversations ordinaires, des propos sans enjeu, aucune allusion au passé. La surveillance fut levée. À partir de 1996, l'enquête entra dans une phase de stagnation. Le dossier ne fut pas classé, mais il ne progressa plus. Chaque nouvelle analyse ramenait au même point. Une mort suspecte sans preuve matérielle, une suspecte sans aveu, une famille convaincue mais impuissante. Le temps passa, les procédures s'allongèrent, les demandes restèrent sans réponse décisive. Dans les archives, l'affaire prit la forme d'un dossier dormant, ni résolu, ni abandonné, un cas en attente, jusqu'au printemps 1998. À ce moment-là, le dossier changea de main. Au printemps 1988, une nouvelle juge d'instruction hérita du dossier. Elle ne découvrit pas une affaire oubliée, mais une affaire figée. En parcourant les pièces, elle ne se concentra pas sur les conclusions, mais sur la chronologie, sur l'enchaînement des décisions, sur ce qui avait été fait vite et sur ce qui n'avait jamais été fait. Pour elle, l'ensemble dessinait une logique, une sortie d'hôpital précipitée, un décès survenu peu après, une crémation immédiate, puis un silence prolongé. Pris séparément, chaque élément était explicable. Pris ensemble, ils formaient un schéma. La juge estima qu'il ne s'agissait pas d'un accident mal interprété, mais d'un meurtre dissimulé par une succession d'actes administratifs. Elle décida de changer de méthode. Plutôt que de chercher une confession directe, elle choisit d'observer l'entourage. L'instruction autorisa une surveillance élargie. Non seulement Geneviève Montillet, mais aussi son ex-mari et leur fils. L'hypothèse était simple. Si un secret existait, il finirait par apparaître dans les échanges familiaux. Les écoutes commencèrent. Des heures de conversation furent enregistrées, des propos sans importance, des discussions ordinaires, des silences. Pendant longtemps, rien ne confirma les soupçons. Puis, en septembre 1998, une conversation attira l'attention des enquêteurs. René, l'ex-mari de Geneviève, parlait avec leur fils Valérie. Au détour d'une phrase, il évoqua un homme recruté pour provoquer l'accident. Il dit que cette histoire continuait de le hanter et ajouta une remarque sans équivoque, qu'aucune mère ne devrait jamais demander cela à ses enfants. Valérie ne contesta pas. Il tenta de relativiser, de réduire la portée de la discussion, mais il ne nia pas les faits. Pour les enquêteurs, cette absence de démenti constituait une rupture majeure. Les écoutes furent intensifiées. Pendant plusieurs mois, les conversations furent systématiquement analysées, et peu à peu, des éléments précis émergèrent. Dans un échange entre les deux frères, Fabrice révéla que leur mère lui avait demandé de tuer Éric à l'hôpital. Il expliqua qu'il devait l'étouffer avec un oreiller, mais qu'il n'y était pas parvenu. Dans une autre conversation, René confronta directement Geneviève. Il lui demanda comment elle avait pu imposer une telle responsabilité à leurs enfants. Geneviève ne répondit pas. Elle ne protesta pas. Elle ne se justifia pas. Ce silence fut interprété comme un aveu indirect. Enfin, dans un autre enregistrement, Valérie évoqua une tentative antérieure, un tir dans une forêt, une prétendue partie de chasse, une demande formulée par leur mère. Pour les enquêteurs, la structure du crime devenait lisible. Une première tentative en 1987, une exécution planifiée en 1992, une destruction des preuves en 1993, puis 5 années de silence. L'ensemble des écoutes permit de dépasser le stade du soupçon. Les éléments furent jugés suffisants pour engager des poursuites. Geneviève Montillet fut interpellée. Pour la première fois, elle perdit le contrôle du récit. Mais lors des auditions, elle adopta une posture constante. Elle nia les faits. Elle contesta les écoutes. Elle parla de manipulation et de complot familial. Aucune émotion apparente, aucun signe de remords. Pour les enquêteurs, la conclusion s'imposa. Le danger ne résidait pas dans une violence immédiate, mais dans une capacité méthodique à contrôler, à faire taire et à organiser le silence. Cette fois,
Ce mécanisme venait de se rompre. L'instruction était terminée. L'affaire pouvait désormais être jugée. Lorsque Geneviève Montillet comparut devant la justice, l'affaire n'était plus une énigme médicale. C'était désormais un dossier criminel structuré. Les juges disposaient d'une chronologie complète, de témoignages médicaux, d'écoutes téléphoniques et d'un schéma cohérent s'étendant sur plus de 15 ans. Le procès s'ouvrit en juin 2003 devant la cour d'assises de Grasse. Pendant plusieurs semaines, les faits furent repris un à un. La rencontre dans l'hôpital psychiatrique, la dépendance progressive d'Éric, la tentative de 1987, l'accident de 1992, la sortie non autorisée de l'hôpital, la mort rapide, la crémation, puis les années de silence. Chaque étape fut confrontée au témoignage. Les médecins expliquèrent de ce qu'ils avaient recommandé. Les infirmières décrivirent l'état réel d'Éric au moment de sa sortie. Les enquêteurs détaillèrent la logique des écoutes. Rien, pris isolément, n'était suffisant, mais l'ensemble formait une construction. Face à la cour, Geneviève Montillet nia tout. Elle répéta la même version. Éric était fragile. L'accident avait été grave. La mort était une conséquence logique. Elle affirma que les écoutes étaient sorties de leur contexte, que ses fils mentaient, que l'instruction reposait sur des interprétations. Elle ne manifesta ni émotion excessive, ni effondrement, ni regret. Pour l'accusation, cette constance n'était pas une preuve d'innocence, mais un trait de caractère. Le ministère public insista sur un point central. Ce dossier ne reposait pas sur un geste impulsif. Il reposait sur la durée, sur la capacité à attendre, à répéter, à ajuster. La tentative de 1987 démontrait l'intention. Les assurances démontraient le mobile. La sortie de l'hôpital démontrait le passage à l'acte. La crémation démontrait la volonté d'effacer. Quant aux écoutes, elles révélaient l'organisation. Les fils apparurent comme des exécutants sous influence, dépendants, pris dans un système qu'ils n'avaient pas créé. Yann Baudet fut décrit comme un intermédiaire fragile, instrumentalisé par un récit mensonger. L'accusation ne parla pas de passion, ni de colère, ni de folie soudaine. Elle parla de contrôle, de maîtrise et d'absence totale de remords. La défense tenta de semer le doute. Elle rappela l'absence d'autopsie, l'absence de preuves physiques, le temps écoulé. Mais pour la cour, le faisceau d'indices était suffisant. Le verdict tomba le 26 juin 2003. Geneviève Montillet fut reconnue coupable d'assassinat et de tentative d'assassinat. Elle fut condamnée à 25 années de réclusion criminelle, une peine lourde, mais inférieure aux réquisitions du parquet. La cour estima qu'il ne s'agissait pas d'une violence spectaculaire, mais d'un crime de méthode. Les complices furent également condamnés. Les fils, reconnus comme victimes d'un système de domination, écopèrent de peines réduites. Yann Baudet fut condamné pour sa participation à l'accident. Le dossier aurait pu s'arrêter là, mais l'analyse du comportement de Geneviève Montillet souleva une question plus profonde. Les experts ne parlèrent pas de délire, ni de perte de contrôle. Ils décrivirent une personnalité structurée, capable de dissimulation, capable de manipulation, et surtout capable d'utiliser les autres sans jamais se mettre en danger directement. Ce qui frappait, ce n'était pas la violence du geste, c'était l'économie du geste. Geneviève Montillet n'avait presque jamais agi de ses propres mains. Elle avait délégué, orienté, silentiellement dirigé. Le crime n'était pas une rupture dans sa vie, c'était une continuité. Après sa condamnation, elle fut incarcérée. Elle ne reconnut jamais les faits. Jusqu'à la fin, elle maintint qu'elle était victime d'une erreur judiciaire. Elle mourut en détention plusieurs années plus tard, sans aveu, sans explication. Mais le dossier, lui, resta. Il devint un cas d'école, non pas pour la brutalité, mais pour la patience, pour la manière dont un crime peut se construire lentement, à l'abri des procédures, des habitudes et de la confiance. L'affaire Geneviève Montillet ne pose pas la question de savoir comment quelqu'un peut tuer. Elle pose une autre question. Combien de temps faut-il pour qu'un crime devienne invisible et combien de silences sont nécessaires pour qu'il paraisse normal ?